Bonjour Laurent Berger. Pour commencer, une question assez simple. Est-ce que la CFDT appelle tout simplement à reprendre le travail lundi ? Les choses ne se passent pas exactement comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin d'une reprise d'activité dans beaucoup de secteurs. Tout simplement parce qu'il en va des emplois qui sont derrière. Mais pour la CFDT, la reprise d'activité ne peut se faire que si elle est négociée avec les salariés, avec les représentants du personnel et qu'elle assure un maximum de santé et de sécurité pour les travailleurs. Mais nous n'opposons pas la santé et la reprise d'activité. Elle peut se faire seulement s'il y a la santé pour les salariés, mais évidemment qu'il est plutôt souhaitable qu'il y ait une reprise d'activité. C'est clair. Vous parlez de conditions de la reprise du travail et le ministère du Travail, justement, a publié un protocole assez long, assez précis pour la reprise d'activité. 20 pages, très précises, certains disent même rigides. Est-ce qu'il fallait codifier comme ceci la reprise du travail ? Ce guide sur l'aspect technique, il est utile parce qu'il montre qu'il y a beaucoup de conditions à réunir pour que les choses se passent en toute santé et sécurité. Je vais vous dire, le reproche principal de ce guide, c'est qu'il est technique et il ne donne pas sens. La reprise d'activité, pour nombre de travailleurs, et l'enquête que nous avons menée sur le ressenti des travailleurs le démontre, elle est angoissante. Et si on veut redonner confiance, il faut développer du dialogue social. Et dans ce guide, il n'y a jamais le mot dialogue social, jamais le mot représentant des salariés. Et donc, ce guide, il a un point d'appui technique, mais ce qui fera sens dans les entreprises, c'est s'il y a un réel dialogue social, comme ça s'est fait à Toyota, comme ça se fait dans un certain nombre d'entreprises, pour qu'enfin, on mette cette reprise d'activité comme un sujet de dialogue social et pas comme des décisions unilatérales. Même si un employeur appliquait ce guide stricto sensu, sans jamais écouter ce que disent ses salariés, ce que disent leurs représentants, il n'arriverait pas à restaurer la confiance. Et donc, il va falloir le négocier, cette reprise d'activité. Ce guide est un outil technique, mais il a quand même un gros manque, c'est qu'il ne parle pas de dialogue social. Mais hier, le président Macron, quand il a visité une école, a dit on a appelé au bon sens des Français, disant implicitement on ne peut pas tout codifier, on ne peut pas mettre des règles sur tout. Est-ce que finalement, il n'a pas raison que tout cela doit se faire avec un peu de bon sens ? Non, mais le bon sens, ça ne se décrète pas. Et d'abord, ce n'est pas suffisant. Ensuite, il n'est pas question de renvoyer la responsabilité individuelle sur les citoyens ou sur les travailleurs. C'est-à-dire, débrouille-toi dans ton poste de travail et puis essaye de faire les choses comme il faut avec les gestes barrières. Non, ça s'organise. Et ça s'organise par le dialogue. De la même manière, sur les écoles, on ne peut pas dire, je crois, aux parents, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous le sentez. Non, vous auriez préféré, pardon de vous interrompre, vous auriez préféré que ce soit obligatoire, que ce soit ouvert ou fermé ? J'aurais préféré qu'il y ait un vrai sujet d'inégalité qui se creuse dans cette période, notamment dans l'accès à l'éducation. J'aurais préféré qu'on ait des priorités dans ce sens. Plutôt que de renvoyer au volontariat, oui, je le dis franchement. Et là, il y a beaucoup de flou, et ça crée beaucoup de flou pour les travailleurs, parce qu'on ne sait pas, pour un certain nombre d'entre eux, que s'ils vont pouvoir reprendre dans les conditions à peu près normales, notamment parce que les enfants, on ne sait pas s'ils vont aller à l'école. Donc, les choses ne sont pas extrêmement claires. Vous savez, la responsabilité individuelle, elle existe. D'ailleurs, on l'a tous appliquée, parce qu'on est resté confinés pour se protéger collectivement. Et c'est normal qu'on en appelle à certains moments à la responsabilité individuelle. Mais il faut aussi des fonctionnements collectifs. Et il faut, dans toutes circonstances, à l'école comme dans les entreprises, que ce soit discuté, concerté. On ne peut pas définir d'en haut les conditions de réouverture, il faut que ce soit discuté. Et dans l'entreprise, ça s'appelle le dialogue social. Dans l'école, ça s'appelle le dialogue avec la communauté éducative, les enseignants, mais aussi tous les professionnels qui interviennent dans les écoles. Je vous ai bien compris, Laurent Berger. Pour l'école, vous auriez préféré qu'on définisse des catégories prioritaires et qu'après, ça s'impose, que ça ne soit pas le volontariat des parents. C'est ce que vous m'avez dit ? Oui, mais tout ça, vous savez, dans cette période, là justement, dans cette période, il faut qu'on évite d'essayer de faire des cadres très très précis pour tout le monde. Mais oui, j'aurais préféré qu'en tout cas, on ne laisse pas cette espèce de truc naviguer en disant c'est le volontariat, on fait comme un peu, vous le faites comme vous le sentez, parce que ça renvoie d'abord à une responsabilité individuelle qu'on n'est pas en capacité d'avoir en tant que parent, parce que personne n'est expert en santé publique pour savoir si son enfant pourra le faire dans de bonnes conditions ou pas. Et puis, je crois que si on veut répondre, et je crois que ça c'est louable, à une question d'inégalité qui se creuse aujourd'hui, notamment dans l'accès à l'éducation pour certains enfants,
eh bien, il faut dans ce cas avoir des politiques ciblées pour pouvoir reprendre, parce qu'on a bien compris hier encore plus que ça allait se faire de façon très progressive. Et que ça ne serait pas pour tout le monde tout de suite. Effectivement, autre question précise, est-ce que vous avez compris que l'État interdise à des entreprises, surtout Veolia, de tester ses salariés sur le lieu de travail ? Vous savez, moi j'avais discuté avec le représentant de CFDT de Veolia qui disait ça rassurait les salariés. Bah oui. Et je crois que de la part du patron de Veolia, c'est pas une logique de flicage, c'est pas une logique de contrôle, c'est plus pour rassurer. Moi, je ne crois pas que ce soit du rôle d'une entreprise de tester, mais à un moment donné, les entreprises, elles regardent aussi ce que sont leurs moyens à disposition pour rassurer et avoir un bon climat dans l'entreprise. Donc, si c'est seulement sur la base du volontariat, si c'est avec aucune conséquence autre et que c'est évidemment très limité dans le temps, je veux dire, moi, j'ai pas envie de rentrer dans les polémiques sans fin, mais je comprends la réaction en disant que ça ne peut pas être autorisé parce qu'on peut aussi avoir une autre logique que celle qui sera développée à Veolia, qui serait une logique très coercitive et de contrôle des salariés. Et dans ce cas-là, ce n'est pas souhaitable, évidemment. Vous réfléchissez au monde d'après, comme tout le monde en ce moment, évidemment. Les besoins sont énormes, dites-vous, pour la reconstruction. Et vous avez donné une interview au Monde hier. Vous avez trouvé une solution finalement assez simple, faire payer les riches. Non, c'est pas. Vous me caricaturez, ce qui n'est pas votre habitude. Un petit peu. Je dis d'abord qu'il y a beaucoup de dettes qui sont générées avec cette crise du Covid-19, notamment parce qu'il y a une réaction de l'État en termes de chômage partiel, il faut la souligner, mais que tout ça, ça coûte. Et d'abord, je crois qu'il faut isoler cette dette Covid en Europe. C'est la première de nos propositions. L'isoler, ça veut dire il faut la mutualiser entre les pays européens, parce que tout le monde en a contracté, et il faut la rendre perpétuelle. C'est ce qu'essaye de faire le président de la République. Oui, mais je crois que c'est un bon axe et la Confédération européenne des syndicats œuvre aussi dans ce sens. Et ensuite, évidemment, qu'il y aura une question de répartition de la richesse. On a une double crise de l'offre et de la demande. Donc, on ne peut taxer ni la consommation ni le travail. On est bien d'accord. Donc ensuite, il va bien falloir que, si on veut construire ce monde d'après pour qu'il soit plus juste et plus solidaire, qu'il y ait une répartition de la richesse. Et parmi les axes qu'on développe, évidemment, il y a le fait qu'on puisse taxer le capital à même hauteur que le travail et qu'il y ait des tranches supplémentaires sur le revenu pour les très hauts revenus. Alors, sans vous caricaturer, parce que je vous ai lu attentivement, un contribuable aisé qui, par nature, trouve qu'il paye déjà pas mal d'impôts. Si on vous lit, il va payer en plus 4 fois sur les revenus du capital, sur le patrimoine, sur le revenu et sur les successions. Est-ce que ça ne fait pas quand même un petit peu beaucoup ? On parle de gens très très riches. Excusez-moi, vous n'arriverez pas à m'émouvoir sur ce sujet-là. C'est pas une question d'émotion. Oui, c'est une question de solidarité. Vous avez raison. Voilà. C'est une question de solidarité. Vous savez, cette crise, elle nous enseigne. Elle nous enseigne qu'on a besoin de services publics à la hauteur et notamment d'un service de santé. Il ne va pas falloir oublier que des gens ont été au front, pour reprendre certaines expressions, qui ont été mobilisés pour soigner, quel que soit votre niveau de richesse. C'est une des grandeurs de notre pays. Il ne va pas falloir oublier que d'autres salariés ont été, avec des salaires extrêmement modestes, mobilisés pour nous permettre, pendant ce confinement, de subsister. Il ne va pas falloir oublier que les inégalités se sont creusées encore pendant ce confinement. Et donc, si on veut construire cette société d'après, mais on a le droit de ne pas le vouloir, mais c'est un débat. Moi, je le veux. Si on veut construire cette société d'après pour qu'elle soit beaucoup plus juste et qu'on s'inscrive dans la transition écologique, il va falloir trouver des ressources. Et dans les propositions que nous formulons, nous ne disons pas qu'il faut mettre fin à l'impôt sur les revenus pour les Français. Je crois qu'il va falloir retrouver le sens commun et le sens collectif. Ce sens collectif, c'est davantage de solidarité. C'est aussi inscrire notre modèle de développement dans d'autres indicateurs de progrès que simplement la croissance économique, même si elle est importante aussi, et la CFDT se mobilise sur l'emploi aujourd'hui. Et donc, voilà, je fais des propositions pour le débat. D'autres en font, j'en entends d'autres. Ayons ce moment de discussion pour regarder ce qu'on veut construire après. Mais oui, je continue de dire que la sécession des riches doit cesser. Elle s'est un peu opérée dans les périodes précédentes. Elle doit cesser. Ils doivent contribuer aussi. Il nous reste 2 minutes pour faire un petit peu de politique. Vous avez dit à l'instant construire ensemble. Moi, je constate que dans cette interview, vous êtes quand même assez conciliant vis-à-vis du pouvoir. Pas de critique, même voilée. Vous le félicitez à plusieurs reprises en disant qu'il a fait face. Vous respectez un certain nombre de totems, par exemple. Vous réclamez davantage de fiscalité, mais vous ne prononcez pas le mot rétablissement de l'ISF, à l'inverse de la gauche.
Est-ce que d'une certaine manière, vous voulez redonner sa chance au produit Macron ? Non, c'est vraiment pas mon objet. Vous savez, si je suis pas dans la critique systématique, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur la gestion des masques. J'ai pas prononcé le nom ISF, mais c'est de ça qu'il s'agit. Plus. Vous l'avez compris. Donc, Oui. moi, vous savez, je suis pas dans la polémique stérile. Ça m'intéresse jamais. Je pense qu'on traverse quelque chose de très très important et très très grave. Mais est-ce que vous avez, il nous reste une minute, est-ce que vous avez envie de rebâtir, d'améliorer votre relation avec Emmanuel Macron ? C'est pas vous, c'est le président de la République et le patron du principal syndicat réformiste. Est-ce que vous avez envie que ça s'améliore ? Je ne veux pas que dans cette période-là, on oublie les travailleurs, on oublie les personnes les plus en difficulté. Et je souhaite qu'une organisation syndicale comme la CFDT tienne son rôle qui est de participer à trouver des solutions. Ça peut paraître bizarre dans notre société, mais notre rôle, c'est de défendre et de protéger les travailleurs et de leur apporter des solutions. Pour ça, il faut faire avec les interlocuteurs qui sont en face de nous. Aujourd'hui, le président de la République s'appelle M. Macron.